Ici, vous avez un cours blanc Martel-Aimé, exclu rentrée semestre 8, lequel rentrée semestre 8 se trouve sur l'UE2. Du E2, M1 90, UE2, EC3. Bien, alors donc on va essayer de poursuivre et de compléter un petit peu notre appréhension de la grammaire, notre compréhension de la grammaire. Merci. Voilà, c'est bien là. Je vais passer ça en attendant. Donc là, je vous ai distribué un petit texte d'une pièce de théâtre de la fin du 19e siècle de Georges Feydeau. C'est un auteur de vaudeville. C'est un genre particulier de théâtre, le vaudeville. Et c'est une pièce qui s'appelle On purge bébé. Vous pouvez en voir des versions complètes jouées sur YouTube avec différents acteurs. C'est une pièce qui est intéressante parce que à la lecture, comme à l'oral, la lecture de la pièce modifie beaucoup la compréhension orale qu'on en a. Pourquoi? Vous avez ici l'acte 1, scène 1, et le personnage principal qui s'appelle Follavoine cherche dans le dictionnaire pour trouver où se trouvent les îles Hébrides. Les îles Hébrides, c'est des îles qui se trouvent au nord de la Grande-Bretagne, et le nord de l'Écosse. Et le problème, c'est que pratiquement la moitié du premier acte va être consacré à farfouiller dans le dictionnaire, dans les E, dans les Z, dans les S, dans les... Mais comment ça s'écrit hybride? Alors que, évidemment, quand vous l'avez à l'écrit, ben, on se demande bien ce qu'il cherche, puisque vous voyez que la première phrase que Follavoine prononce, c'est Didascalie, son dictionnaire ouvert devant lui sur la table, voyons, ils hébrident. Ben, il faut chercher dans les S, dans les H. Mais comme c'est à l'oral, ils hébrident, ils pensent que c'est dans les Z, dans les... Bon, il ne sait pas. Donc, le théâtre, c'est fait pour être joué quand c'est à l'oral. Certains effets peuvent être fabriqués. Quand c'est à l'écrit, certains effets disparaissent. Il en a fait une autre comme ça, Feydeau, sans doute beaucoup d'autres, mais enfin une seule autre que je connais, qui s'appelle Un garçon de chez Véry. Véry, c'est un restaurant dans lequel le personnage principal attend du bois toute la journée, et c'est pour ça qu'il a besoin d'une cuisinière, mais on s'apercevra qu'il attend du bois BOIS pour faire le feu, pour faire marcher la cuisine, et non pas pour manger avec du bois, quelqu'un qui s'appellerait du bois. Donc il y a des effets comme ça sonores qui sont propres du jeu de mots, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Alors, nous allons nous en servir de ce texte comme boîte à outils pour notre petite étude. Alors, sans regarder vos cours, vous allez commencer par me trouver 2 phrases de chaque type. Enfin, 2 phrases de chaque type, sans avoir besoin de regarder quels étaient les types en vous fiant à votre mémoire. Pas besoin de descendre beaucoup dans le texte, hein. Alors, qui me trouve? Allez, il faut redescendre jusque-là pour trouver tout ce qu'il nous faut. Voilà. Vous avez les 3 types qui sont là. Alors, qui nous trouve? Oui. Interrogative. Très bien. Donc voilà, ils hébrident, point d'interrogation, ils hébrident, point d'interrogation. Oui.
déclarative, une deuxième déclarative. Oui, allez-y, je change un peu. Madame. Voilà, Rose, madame est occupée dans son cabinet. Et il nous manque quel type de phrase? Et alors, vous m'en avez trouvé deux. Eh bien, allez lui demander. Dans la première, Paul Avoine, nous avions entré. Nous en avons une que, honte sur moi, j'avais oublié hier. C'est les subjonctifs, exactement, les subjonctifs. Nous avons qu'elles viennent. Attendez, je vais vous afficher le texte, soyons un peu pédagogue pour une fois. Afficher le texte, qu'elles viennent. Qu'elles viennent, c'est un subjonctif, et ce subjonctif sert à donner des ordres. Qu'il aille au diable. Voilà, qu'elles viennent. Bien, alors nous avons donc trouvé des phrases déclaratives, c'est ce qu'il y a de plus courant théoriquement dans un texte. Mais vous voyez qu'en l'occurrence, dans un texte de théâtre, très souvent, nous sommes dans une situation, puisqu'il y a échange entre deux personnages, le type de phrase qui est le plus courant, c'est les questions, donc interrogatives, les réponses en général, phrases déclaratives, mais aussi les injonctions. Plus compliqué, trouvez-moi des modalités de questions différentes. Alors, modalités, qu'est-ce que j'appelle modalités? Types, des façons de construire des questions différentes. Donc, avec ils hybrides, attendez, je fais un petit agrandissement. Ici, ils hybrides, nous avons un type de question qui est simplement ajout d'un point d'interrogation. Vous vous rappelez qu'il y a plusieurs manières de fabriquer des questions. Donc, première manière, on se contente de mettre un point d'interrogation, ce qui devient une exclamation « ils hybrident », une information « ils hybrident » devient une question « ils hybrident ». Ils hybrident, ils hybrident, ils hybrident. Donc voilà une manière de faire une question. Qu'est-ce qu'on trouve comme autre manière de faire des questions? Oui. La suivante, qu'est-ce que vous voulez? Et nous avons question avec l'utilisation d'un mot interrogatif. Qu'est-ce que vous voulez? De même, juste avant, le quoi. Quoi, c'est un mot interrogatif. Un mot interrogatif, mais il est tout seul. Bah, on a des questions qui diront comment, quoi, où ça, où. Des mots interrogatifs peuvent être en eux-mêmes une question toute seule. Quelques lignes plus tard, plus loin, nous avons une question qui est aussi faite d'un seul mot. Vraiment. Vraiment, ce n'est pas un mot interrogatif en soi. Vraiment, c'est un adverbe affirmatif. C'est vraiment. Hein, vous vous rappelez le ni oui ni non? Oui, non, certes, assurément, vraiment. C'est un adverbe. Mais en l'occurrence, puisqu'on y a ajouté un point d'interrogation, n'importe quoi peut devenir interrogation si on y rajoute juste un mot interrogatif. Quoi? Bah, il est tout seul, hein, finalement, pour faire la question, mot interrogatif. Qu'est-ce que, encore une modalité avec un mot interrogatif? Dans le texte de théâtre, puisqu'on est censé écrire comme les gens parlent, surtout au XIXe siècle, si vous tombez sur du théâtre racinien, cornélien, Corneille-Racine ne sera pas le cas, mais au XIXe siècle, les personnages parlent un peu comme ils devraient parler. En vrai, très souvent, on a des formes de questions qui sont juste par ajout d'un point d'interrogation. Vous ne savez pas où c'est, les hybrides. Bon. Alors maintenant, un peu plus compliqué, vous allez me trouver des phrases de formes différentes. Alors, je vous rappelle que les formes,
elles sont 5. Une très simple à trouver, des phrases exclamatives. D'exclamation. Dès la première ligne, enfin la première réplique, pardon. Il y a zut, exclamation, entrée, point d'exclamation, et point d'exclamation, qu'elles viennent, point d'exclamation. Si je prends le qu'elles viennent, par exemple, son type c'est d'être injonctif, c'est un ordre, et elle a une forme en plus, qui est d'être exclamative. Bon, il y en a quasiment à toutes les répliques. Toutes les répliques, il y a une exclamation. Et je vous disais hier que théoriquement, c'est quand même très très rare dans un texte narratif. Mais dans un texte de théâtre, il y en a partout. Et allez lui demander, c'est vrai ça, si je regarde de ce côté-là, et je sors, oui, 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 ça va bien, allez, phrase injonctive, oui, monsieur, exclamation, bon, oui. Alors, oui ou ça? Je fais la première quand il fait que répéter en interrogation. Oui. Voilà. C'est effectivement c'est une interrogative, mais elle a une forme emphatique. C'est-à-dire il y a une insistance sur le mot hybride par sa répétition. Et pourquoi? Parce qu'il est dans l'incertitude. On pourrait avoir juste ils hybrides, zut, entrée quoi? Bon, puis on ne saurait pas trop ce que ça fout là, ce ils hybrides. En revanche, ici, ils hybrides, ils hybrides, ils hybrides. Il y a peut-être aussi même une forme d'agacement qui est montrée par cette répétition. Zut quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Donc vous avez compris la situation. Pour la préciser encore un petit peu plus, il a un enfant, mon purge bébé. Il a le titre de la pièce qui est constipé. Et le fait est que l'enfant en question, il a une dizaine d'années, donc c'est pas un bébé au sens propre, c'est plutôt un petit jeune homme. Et sa préceptrice lui a parlé en géographie des îles Hébrides. Et le gamin a demandé à son père où étaient les îles Hébrides. Et puis le père a fait comme s'il savait, mais il n'a pas la moindre idée de ce que c'est. Et surtout, il ne sait pas comment ça s'écrit. Donc il va dans le dictionnaire et puis il farfouille. Et arrive sa servante, sa domestique, qui lui dit, c'est de madame qui demande à voir monsieur. Paul Avoine, eh bien qu'elle vienne. Si elle a à me parler, elle sait où je suis. Madame est occupée dans son cabinet de toilette, elle ne peut pas se déranger. Vraiment? Eh bien, moi non plus, je regrette, je travaille. Bien, monsieur, Paul Avoine, d'abord quoi? Qu'est-ce qu'elle me veut? Je ne sais pas. Bah, eh bien, allez lui demander. Oui, monsieur, c'est vrai ça, au fait. Dites donc vous. Et puis là, il va demander à sa domestique si elle sait où sont les îles Hébrides. Et s'engage un discours un dialogue un peu surréaliste. C'est vrai ça, donc par hasard, les Hébrides, comment? Les Hébrides, vous ne savez pas où c'est, les Hébrides, oui, non, non. Et elle continue, il y a une parenthèse entre eux, c'est pas moi qui range ici, c'est madame. Et donc il va essayer d'expliquer que les Hébrides, ce sont des îles, et donc ce n'est pas dans l'appartement. Quoi qui range les Hébrides, des îles bougres d'ignards, de la terre entourée d'eau, vous ne savez pas ce que c'est, de la terre entourée d'eau, point d'interrogation, donc phrase interrogative, de la terre entourée d'eau, comment ça s'appelle? De la boue, mais non pas de la boue, c'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau, mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Bon, ça va continuer, c'est ça, c'est des îles, c'est pas dans l'appartement, et oui, Divos, c'est dehors, naturellement c'est dehors, ben non, je ne les ai pas vus, et ça va redémarrer un petit peu surréaliste. Il n'y a pas longtemps que je suis à Paris. Sous-entendu, je ne connais pas tout Paris, donc toutes les îles de Paris. Et je sors si peu, oui, ça va bien, allez trouver madame. Et puis la scène finit, qui montre, ou dans lequel il se plaint de l'ignorance de sa servante, mais il est tout aussi ignorant puisqu'il cherche des briques dans les aides. Elle ne sait rien, cette fille, rien, donc deux phrases exclamatives. Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école?
interrogative avec un qu'est-ce que. C'est pas elle qui a rangé les Hébrides. Alors ça, voilà, ça c'est aussi une phrase emphatique. C'est pas elle qui a rangé. À cause du présentatif. C'est pas elle qui a rangé. Je te crois parbleu, zébride, zébride, c'est extraordinaire. Je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu, mais pas de zébride, pas plus que dans mon œil. Si ça y était, ce serait entre zébré et zébrure. On ne trouve rien dans ce dictionnaire. Bon, alors donc, nous avons trouvé une phrase emphatique. Nous avons trouvé des phrases exclamatives, oui, en blanc. C'est vrai ça. Oui, oui. C'est cumulatif. C'est pas. Hein, tous les c'est sont impersonnels. Juste une remarque avant de vous laisser la parole aux autres. Oui. Dans la phrase, qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? Là, il y a un on. Et objectivement, ce on ne sait pas qui c'est. Mais ce n'est pas un impersonnel. Hein, parce qu'on pourrait remplacer ce on par d'autres mots. Qu'est-ce que ses professeurs lui ont appris à l'école? Qu'est-ce que ses maîtres lui ont appris à l'école? Qu'est-ce que. Oui, le on, il pourrait se remplacer par tout un ensemble de mots. En revanche, quand je dis il pleut, le il ne peut se remplacer absolument par rien. Quelqu'un qui vous dirait les nuages pleuvent, c'est pas français, les nuages pleuvent. Il pleut. Donc le on, bien qu'il soit anonyme, je ne sais pas qui c'est, il n'est pas impersonnel. Impersonnel, c'est vraiment une notion de grammaire très particulière qui désigne le fait que le mot n'est pas remplaçable par rien. Alors, oui, par exemple, cette phrase-là, donc c'est la dernière du texte, si ça y était, ce serait entre zébré et zébrure. On a un ce ici et un ça là. Mais il y en a un qui peut se remplacer par ils hébrides. Et oui, si les îles Hébrides y étaient, ce serait entre zébré et elle serait entre zébré, on pourrait dire aussi, et zébrure. Donc même les deux pourraient se remplacer par ils Hébrides. Donc ce n'est pas des impersonnels, puisqu'elles peuvent se remplacer par quelque chose. Alors que là, c'est extraordinaire, ils Hébrides est extraordinaire, ou sont extraordinaires, ce ne serait pas le sens. Alors, qui avait d'autres exemples à me montrer dans oui? Moi. Elle ne veut pas se déranger, donc on est sur l'autre colonne. Hop, hop, hop. Un peu plus haut. Voilà, madame est occupée dans son cabinet, elle ne peut pas se déranger. Donc c'est une phrase négative. Alors, il nous manquerait quoi? Il nous manquerait une passive. Oui. Active. Alors, active, oui, il y en a un peu partout. Oui, mais voilà. Pour ne pas dire qu'elles sont toutes actives. Toutes actives. Donc, je crois que des passives, il n'y en a pas. Par exemple, si je prends la didascalie du psu, en Italie, au lever de rideau, Paul Avoine penché sur sa table de travail, la jambe gauche repliée sur son fauteuil de bureau, la croupe sur le bras du fauteuil, compulse son dictionnaire. Follavoine compulse son dictionnaire. Sujet, verbe, COD. Si je la voulais passif, je dirais le dictionnaire est compulsé par Follavoine. Si le sujet, c'est un sujet de théâtre qui vous est proposé, il est fort à parier qu'on vous incitera à étudier les types et les formes de phrases, parce que ça s'y prête vraiment. Si je prends une autre phrase qui pourrait se transformer,
Il faut une phrase avec un COD. Laquelle qu'on peut transformer, vous avez dit? La première, par exemple, bah, tu obtenir celle-ci aussi. Je trouve zèbre. Je trouve zèbre. Zèbre est trouvé par moi. C'est grammatical, mais on n'aime pas tellement quand même les passifs avec des pronoms en français. Zèbre est trouvé par moi. Mais celle dont je parlais, c'était la première. Voilà, voile. Pardon. Le dictionnaire est compulsé par Follavoine. Oui. Injonctif. Et j'ai dit que pour faire des ordres, on pouvait utiliser un futur, tu iras acheter du pain, et aussi un subjonctif, un impératif et un subjonctif. Par exemple, s'il n'est pas content, qu'il sorte. Qu'il sorte, qu'il aille au diable. Ça, ce sont des ordres. Des exclamations, mais aussi des ordres. Alors, on va terminer sur une qui était intéressante. On ne trouve rien. Voilà. Cette phrase-là, la dernière du texte, on ne trouve rien dans ce dictionnaire. Elle est négative. On trouve dans le dictionnaire, on ne trouve pas dans le dictionnaire. Mais, elle peut se passer au passif. Dans ce dictionnaire, complément circonstanciel de lieu. Donc, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Tout se joue dans on ne trouve rien. Sujet, verbe, et le rien peut faire office de COD. Oui. Rien n'est trouvé dans ce dictionnaire. Bah, je laisse le complément circonstanciel de lieu. Mais quand le sujet est un je d'huile, on dira par moi, par toi, par lui, par eux. Mais quand c'est un on, eh bien, en général, on ne met pas le complément d'agent. On ne dira pas rien n'est trouvé dans ce dictionnaire par on. On dira simplement rien n'est trouvé dans ce dictionnaire. Les phrases qui ont un sujet avec un pronom personnel on peuvent se passer au passif, mais on appelle ça des passifs sans complément d'agent. Parce que il y a le COD qui devient sujet, rien n'est trouvé. Donc, rien n'est trouvé. Dites-moi. Dans ce dictionnaire, on le met après les trouver. Comme c'est un complément circonstanciel de lieu, il peut se mettre n'importe où. Dans ce dictionnaire, on ne trouve rien. Pierre, dans ce dictionnaire, ne trouve rien. On ne trouve rien dans ce dictionnaire. En général, quand c'est un pronom de sujet, on n'arrive rien à mettre entre le sujet. C'est ça que je remplace par Pierre. On, dans ce dictionnaire, ne trouve rien. Il, dans ce dictionnaire, ne trouve rien. Les pronoms, c'est difficile de mettre quelque chose entre eux et le verbe. Mais avec un nom, ça marcherait. Donc, c'est un circonstanciel de lieu. Il est déplaçable et supprimable. Donc, on peut le mettre où on veut. Bon, bah, vous avez à peu près compris la chose. Les phrases, elles se répartissent en 3 types qui peuvent se construire de manière très différente. Les ordres injonctifs peuvent se donner de plusieurs manières possibles. Les questions peuvent se fabriquer de plusieurs manières, mais toujours avec un point d'interrogation. Et puis les 5 formes de phrases sont des constructions qui s'ajoutent les unes par rapport aux autres. Par exemple, on ne trouve rien dans ce dictionnaire, elle est négative, et en plus, elle est exclamative. Négative, exclamative. Quand je l'avais transformée au passif, elle était en plus passive. Rien n'est trouvé dans ce dictionnaire. Point d'exclamation. Négative, exclamative, passive.
Si j'ai ajouté un il impersonnel, il n'est rien trouvé dans ce dictionnaire. Ouais, elle sera aussi impersonnelle, mais ça commencera à faire une phrase un peu plus tard. Rappelons-nous qu'on est au théâtre, il faut que les personnes s'expriment de manière un peu réaliste. Donc les phrases passives, ce n'est pas des formes très courantes d'expression. Sur type et forme de phrase, est-ce que vous avez une question ou est-ce que j'enchaîne sur la suite? Oui. En phrase impersonnelle, après en phrase négative, et après, comme on a fait les temps derniers. Ça peut, mais à mon avis, ce sera plutôt une question de type donner de la nature, la forme et les types, donner la forme et les types de la phrase, comme ça, ou alors changer la forme de la phrase. Donc, on vous donne une phrase qui est par exemple impersonnelle, on vous demande de la fabriquer au personnel en rajoutant des mots, ou alors elle est négative, qu'on vous demande des 5 formes, c'est jamais arrivé. Mais enfin, on peut s'y préparer quand même. Il faut quand même s'y préparer à faire des rajouts de formes les unes par rapport aux autres. Donc, nous avons vu dans ce cours, pour l'instant, la définition de la phrase. Nous avons vu qu'il y a des types de phrases. 3. Nous avons vu qu'il y a des formes de phrases. Nous attaquons le dernier morceau de la phrase. Il y a des propositions dans la phrase. Il y a des propositions. C'est le gros morceau. C'est le gros morceau de la grammaire, la notion de proposition. Qu'est-ce qu'une proposition? Une proposition, c'est un assemblage groupe-sujet plus groupe verbal au minimum. Donc, pour qu'il y ait proposition, il faut qu'il y ait groupe-sujet et groupe verbal. Si je dis le chat dort, point, dans cette phrase, j'ai un groupe sujet, un groupe verbal. Je dirais donc que dans cette phrase-là, il y a une seule proposition, parce qu'il n'y a qu'un seul assemblage, groupe sujet, groupe verbal. Si je dis en revanche, si la phrase elle continue, le chat dort, il se réveille, et que le point est seulement là, et j'ai une phrase qui commence par une majuscule qui finit par un point, j'ai donc une phrase en deux morceaux. J'ai de nouveau ici un sujet, de nouveau ici un verbe. J'ai donc deux assemblages, groupe sujet, groupe verbal. Un assemblage sujet-verbe ici, un assemblage sujet-verbe ici. J'ai donc deux propositions. Deux propositions. Donc la notion de proposition, tout d'abord, il faut vraiment la maîtriser pour pouvoir faire la suite. Il n'y a de proposition que quand il y a un groupe sujet et un groupe verbal. Autrement exprimé, dans les champs, à la nuit tombée, dans le noir, virgule, le chat se promène, on peut prendre cette phrase dans tous les sens. Ici, il y a un sujet, ici, il y a un verbe, et c'est tout. Le reste, ce n'est pas des verbes. Ça, c'est un adjectif. Ça, c'est une préposition. Ça, c'est un déterminant. Ça, c'est un nom. Une préposition, un déterminant, un nom, un adjectif. Une préposition, un déterminant, un nom. Là-dedans, il n'y a qu'un seul groupe sujet, qu'un seul groupe verbal. Donc, il n'y a qu'une seule proposition. Ce n'est pas parce qu'on a des tas de groupes différents qui se promènent par-ci, par-là, que ça fait des propositions. Il n'y a proposition que quand il y a groupe verbal, groupe sujet. Résultat applicable sur notre texte.
Brin d'Avoine, de Follavoine, pardon. Brin d'Avoine, c'est un personnage des bandes dessinées de Tardy, qui s'appelle Adèle Blanc-Sec. Brin d'Avoine. Et là, on est sur Follavoine. Follavoine. Nous commençons le texte par « Au lever du rideau, point ». Au lever du rideau, point. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une phrase, majuscule, point. C'est une phrase avec des mots qui sont des mots du français, qui sont dans l'ordre naturel. Rideau du lever haut, ça, ce ne serait pas l'ordre naturel. Donc ces mots-là, ils fonctionnent les uns après les autres. Il n'y a pas de verbe. Pas de verbe, pas de sujet. Il n'y a pas de verbe, c'est qu'il n'y a pas de sujet. Là-dedans, ce n'est pas c'est une phrase, mais c'est une phrase qui n'a pas de proposition. C'est une phrase qu'on appellera nominale, avec que des noms, lever, rideau. C'est une phrase qui n'a pas les éléments constitutifs d'une phrase, groupe sujet, groupe verbal. Donc c'est une phrase nominale, avec que des noms. Oui. Parce qu'il n'y a pas de sujet verbe. Voilà. On a un zut quelque part, ou quelque part, on a un A ici. Ça, c'est une phrase, majuscule, point. Elle a un mot qui appartient au dictionnaire. A n'étant pas un nom, ce n'est pas une phrase nominale. C'est une interjection. A, et, O, c'est un type de mot qu'on appelle une interjection. Donc, c'est une phrase, mais elle n'est faite que d'une interjection. De la boue, c'est une phrase. Majuscule, point, des mots dans l'ordre qu'il faut, des mots du dictionnaire, mais ce n'est pas une proposition, il n'y a pas de verbe. Donc, c'est une phrase qu'on dira nominale, ou alors on dira que c'est un groupe prépositionnel, de prépositions, ou un groupe nominal. Bon, pas de verbe, pas de proposition. Ensuite. Donc, celle-ci, elle est réglée. Follavoine. Penché sur sa table de travail, la jambe gauche repliée sur son fauteuil de bureau, la croupe sur le bras du fauteuil compulse son dictionnaire. Follavoine, ici, il est sujet du verbe compulser. Follavoine compulse. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand je l'ai mis au passif, j'ai dit le dictionnaire est compulsé par Follavoine, donc j'ai dit sujet, verbe COD. Donc là, déjà, nous avons dessus une proposition, parce qu'il y a un petit groupe, sujet-verbe. Ensuite, les situations qui sont très simples. La croupe sur le bras du fauteuil. Là-dedans, il n'y a pas de verbe. Donc, je règle. Ce n'est pas une proposition parce qu'il n'y a pas de verbe. Ensuite, il va falloir exercer notre puissance de raisonnement. Avec une information supplémentaire, c'est qu'une proposition doit avoir son sujet propre. Son sujet propre. Autrement dit, on ne se prête pas les sujets. Les propositions ne sont pas prêteuses, comme la fourmi. Pencher, c'est un participe passé. Mais c'est quoi le sujet penché? C'est Follavoine. Ça se rapproche à Follavoine. Mais Follavoine, j'ai déjà dit qu'il était sujet de compulse. Donc, où est le sujet de pencher? Eh bien, il n'en a pas. Résultat pour lui, eh bien, ce n'est pas une proposition qu'il fabrique. On dira qu'il est adjectif. Pencher ne fabrique pas de proposition parce qu'il n'a pas de sujet. Il n'a pas de sujet. Replier. Replier, est-ce que c'est un adjectif ou est-ce que c'est un verbe au participe passé? Eh bien, lui, par contre, qui est-ce qui est replié? Et donc, celui-là, avec ce morceau-là, de bureau, celui-là, il va fabriquer une proposition parce qu'il y a un sujet
il y a un verbe. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si je vous dis Pierre tomber par terre, c'est fait mal. Pierre tomber par terre, c'est fait mal. Ben, ici, j'ai sujet-verbe. Très bien, ça fait une proposition. Mais tomber, il n'a pas de sujet à lui. Donc, il ne fera pas de proposition. Il ne fabrique pas une proposition. Si par contre, je dis Pierre tomber, virgule, ses amis rient. Mauvais ami. Rire, il a un sujet. C'est ses amis. Mais qui est-ce qui tombe? Eh bien, c'est Pierre. Pierre, il peut fabriquer le sujet de tomber. Donc, en l'occurrence, dans la phrase du dessus, il n'y a qu'une seule proposition. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul petit couple sujet-verbe. Celui-là, il n'a pas de sujet, donc il ne fabrique pas une proposition. Dans ce groupe-là, au contraire, qui est-ce qui tombe? C'est Pierre. Qui est-ce qui rit? C'est ses amis. Ceci, ça fabrique un petit wagon, un petit train, sujet-verbe, donc ça fait une proposition. Celui-là, il fabrique un petit train, sujet-verbe, donc une proposition. Donc là-dedans, il y a deux propositions. Donc appliqué à cette phrase-là, quand il y a sujet, verbe, proposition, mais là, il n'y a pas de sujet, il ne fabriquera donc pas une proposition. On a par la suite ici tout un ensemble de phrases qui ne forment pas des propositions. Oui, zut, c'est une interjection. Zut, flûte, crotte. Pas de verbe, pas de proposition. Pas de verbe, pas de verbe, pas de verbe. Pas de verbe. Ceux qui fabriqueront une proposition, c'est par exemple celui-ci et celui-là. Alors vous allez me dire, ils n'ont pas de sujet. Oui, mais c'est le propre des impératifs de ne pas avoir de sujet. Les impératifs n'ont jamais de sujet. Mangeons, dormons, partons, part, dort, mange. Donc ces deux-là formeront des propositions, pas celui-là parce qu'il n'y a ni sujet ni verbe. Et le suivant fabriquera une aussi. Que l'on fabriquera comme ça. Hop, hop. Sujet-verbe. Hop, hop, sujet-verbe. La phrase suivante, elle a deux propositions. Ce est, vous voulez. C'est quoi? Voyons, et rien des propositions, c'est dans le sujet. Oui, parce que c'est une conjugaison particulière du verbe, c'est un mode particulier qui n'a jamais de sujet. Le sujet, il est là. Il est indiqué par la fin, par la terminaison. Donc les impératifs, c'est un peu particulier puisqu'ils n'ont jamais de sujet. Donc c'est une phrase, et cette phrase-là, elle formera quand même une proposition parce que c'est un impératif. C'est un cas un peu particulier. Donc, premier point qu'il faut garder pour ce cours. Ce premier point, c'est que une proposition est un assemblage d'un sujet plus un verbe, plus tous les compléments circonstanciels éventuels qui peuvent s'ajouter, mais au minimum, pour qu'il y ait proposition, il faut qu'il y ait sujet et verbe. Pas de sujet, pas de proposition, sauf les impératifs. Pas de verbe, pas de proposition. Gardons ça, on va progresser petit à petit, je complexifierai progressivement ma définition, mais gardons celle-ci pour l'instant. C'est madame, c'est madame qui demande monsieur. C'est madame qui demande monsieur. Je pars des verbes. Combien de verbes? Demander, être, deux verbes. Est-ce que ces deux verbes ont chacun leur sujet à eux, personnel? J'ai parlé du c'est hier
qui est donc le sujet de ce sujet. Donc, c'est celui-là fait une proposition. Et ensuite, qui est-ce qui demande? C'est madame. Deuxième proposition. Deux propositions, parce que deux sujets qui vont avec deux verbes. Eh bien, interjection, rien du tout. Qu'elles viennent? Bien, qu'elles viennent. Verbe, sujet, viennent, elles, une proposition. Une proposition. Et donc maintenant, vous allez réussir à me déjouer si elle a à me parler, elle sait où je suis. On part des verbes. Avoir, parler, savoir, puis. Chiffon est mouillé, comme conséquence que je n'arrive plus à écrire sur le tableau. Donc, parler, savoir, suivre. 4 verbes. Ces 4 verbes vont fabriquer combien de propositions? Eh bien, tous ceux qui ont un sujet fabriqueront le noyau, la petite articulation centrale pour déterminer une proposition. Qui est-ce qui a? Bon, ben ça déjà, ces deux-là fabriqueront une proposition. Qui est-ce qui suit? Ces deux-là fabriqueront une proposition. Qui est-ce qui sait? En voilà une troisième proposition. Et maintenant, qui est-ce qui parle? Si, c'est elle qui parle. Mais vous voyez que le L, il est déjà pris par le A. Le L est déjà pris par le A. Donc, parle à qui? Le me, c'est un COI. Hein, c'est un COI. Donc, qui est-ce qui parle? Ben, c'est elle, d'accord, mais simplement le L, il est déjà pris par quelqu'un d'autre. Donc, le parler n'a pas de sujet à lui. Il n'a pas, dans sa propriété personnelle, un sujet. Donc, celui-là ne va pas fabriquer de proposition. Résultat des courses, dans cette phrase, il y a 3 propositions, parce qu'il y a bien 4 verbes, mais ces 4 verbes ils se partagent 3 sujets. 3 sujets. Madame est occupée dans son cabinet de toilette, elle ne peut pas se déranger. Ah ah. Bon, voilà du verbe. Verbe. Madame est occupée dans son cabinet de toilette. Dans son cabinet de toilette, il n'y a pas de verbe là-dedans, donc ça ne peut pas fabriquer une proposition. La première proposition, elle est là. Sujet, verbe. Ensuite, on a peut, et un verbe. Qui est-ce qui peut? C'est elle. Donc, on en a un deuxième ici. Et on se trouve sur déranger. Alors, déranger, est-ce que le se est son sujet ou est-ce que c'est le verbe se déranger? C'est un verbe pronominal. Je me dérange, tu te déranges, il se dérange, nous nous dérangeons, vous vous dérangez, il se dérange. Ben, en l'occurrence, ce serait plutôt un verbe qui peut s'employer de manière transitive, de manière, oui, transitive ou pronominale. Du genre, je dérange Pierre au restaurant, je dérange en allant. Donc, je dérange Pierre, sujet, verbe, objet. Je dérange qui? COD, Pierre. Tu déranges Pierre, il dérange Pierre, nous dérangeons Pierre, vous dérangez Pierre. Donc ça, ce sera un verbe qu'on appellera transitif, il est avec un complément d'objet direct. Mais je dérange moi, je me dérange. Nous aurons là un verbe se déranger avec un pronom qui réfléchit le sujet et qui va avec.
Et ici, nous pourrions avoir un nous. Nous dérangeons Pierre. Pierre, il ne bouge pas, mais le verbe s'accorde toujours avec nous. Ici, je me dérange. Je vais me déranger pour me mettre en quatre. Il se dérange, nous. Et donc là, on a elle se dérange. C'est plutôt le verbe se déranger. Résultat. Le se déranger n'a plutôt pas de verbe, pas de sujet, pardon. Pas de sujet. Oui, si je prends ça comme verbe, il serait où le sujet? Ça ne peut pas être pas, ça ne peut pas être peu, ça ne peut pas être ne. Donc, il n'y a pas la place physique pour un sujet. Je veux rester. Et une fois qu'on a dit que ça et ça fait sujet-verbe, le rester, il n'y a pas la place physique pour qu'il ait un sujet. Il serait où le sujet? Ben, ça peut être soit je, ben donc c'est pas le sien, c'est celui de vouloir, soit là, il n'y a pas d'objet qui peut faire sujet. Donc quand je dis je me dérange, le sujet c'est je. Mais ici, se déranger, où serait le sujet? Ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça. Puis celui-là, il est déjà pris. Vraiment, pas de verbe. Eh bien, moi non plus, pas de verbe. Je regrette, sujet-verbe. Ça fait une proposition. Je travaille. Ça fait une proposition. Puisque je suis là comme ça, naturellement, non. C'est dehors. Alors, c'est dehors, oui. Une proposition. Ben non. Je et ça fait une proposition. Ici, nous avons une seule phrase, majuscule, point, sujet, verbe. Tout ça, ça forme une proposition. Une seule. Donc, il faut que vous soyez attentive à cette idée que ce qui est déterminant pour déterminer les propositions, c'est le fait que ça forme un petit couple sujet-verbe. Pas de sujet, pas de proposition. Vous direz tout à l'heure qu'il y a une exception, mais pour l'instant, gardons là-dessus. Restons là-dessus. Bon, alors poursuivons. Nous sommes là sur la définition. Une proposition, c'est une petite articulation sujet-verbe. Maintenant, elles peuvent se classer, ces propositions, en plusieurs grands ensembles. Se classer en plusieurs grands ensembles. On dira que les propositions sont simples. Les propositions sont simples quand la phrase n'est composée que d'un groupe sujet plus un groupe verbal. La phrase n'est faite que d'un seul groupe sujet ou verbal. La phrase est simple. Du genre, je pars, je dors, je lis. Un seul groupe sujet, un seul groupe verbal. On parlera de phrases simples. Phrase simple. Proposition simple. Il n'y en a qu'une. Pour la reformuler de manière plus simple à retenir, la phrase simple est composée de une proposition. La phrase simple est composée d'une proposition. Quand il y a deux propositions ou plus, on parlera de phrases complexes. Phrase complexe. Exemple de phrase complexe. Je vis, je meurs. C'est un poème de Louise Labbé, poétesse de la Renaissance. Je vis, je meurs. Une seule phrase, mais elle est composée de deux propositions, deux sujets. Je vis, je meurs. Phrase complexe. Oui. Je vis, je meurs. C'est un oxymore. Ah, je lis, oui, je lis. Ou il lit, parce que vous voulez.
Oui, pardon, oui, autant pour moi. Autant pour moi. C'est mon lit dans lequel j'aurais dû rester ce matin. Oui. Non, elles peuvent se balader toutes seules comme ça. Oui, si je fais je pars, je dors, je lis, elles peuvent être isolées comme ça. Et puis dedans, cette phrase commence par une majuscule, finit par un point, elle est composée de quoi? D'une seule proposition. Celle-là, majuscule point, elle est composée de deux propositions parce qu'il y a deux ensembles sujet-verbe. Si je prends un autre exemple, c'est l'heure à laquelle il faut que je parte, c'est l'heure à laquelle il faut que je parte, eh bien, on a ici un verbe et son sujet, ici un verbe et son sujet, ici un verbe et son sujet. Ça fait une seule phrase, majuscule, point, une seule phrase, mais cette phrase, elle est faite de trois sujets qui vont avec trois verbes, ou trois verbes qui vont avec trois sujets. Je dirais donc que cette phrase, elle est complexe, elle est fabriquée de trois propositions. Trois propositions. Je veux que tu viennes. Sujet, verbe. Phrase complexe parce qu'elle est fabriquée de deux propositions. Donc, une fois que on a compris le principe des propositions, c'est-à-dire que c'est un ensemble sujet-verbe, on peut s'interroger sur comment est fabriquée la phrase. Est-ce que c'est une phrase toute simple qui n'a qu'une seule proposition? Est-ce que c'est une phrase qui a plusieurs propositions? On la dira complexe. Bon, voilà, ça c'est juste de la définition. Une phrase simple à deux propositions, minimum. Une phrase, pardon, l'inverse. Une phrase complexe à deux propositions, quand une phrase simple aura une seule proposition. Si je regarde mon texte, donc, de tout à l'heure, j'avais dit qu'au lever du rideau, il n'y avait pas de verbe, il n'y a rien là-dedans. Mais la phrase suivante, Follavoine compulse, et puis la jambe repliée. Dans ce morceau-là, il y a deux propositions, c'est donc une phrase complexe. Si je dis c'est madame qui demande monsieur, j'avais dit que madame demande proposition, c'est proposition, phrase complexe parce qu'il y en a deux. Qu'elles viennent, phrase simple parce qu'il n'y a qu'une seule proposition. Si elle a à me parler, elle sait où me trouver. Si elle a, elle sait, plusieurs propositions, phrase complexe. Donc, première information sur les propositions, c'est leur définition. C'est un sujet, un verbe. Deuxième information, c'est qu'en fonction du nombre de propositions, on est sur ce qu'on appellera des phrases simples ou des phrases complexes. Phrase simple, une propos, phrase complexe, deux propositions. C'est de la définition, hein, ça c'est ces choses-là que... Troisième, là on va commencer à entrer dans la difficulté. La dénomination des propositions. Dénomination. Comment est-ce qu'on appelle les propositions? Elles ont un petit nom. C'est pas Georges, Jacques, Pierre. Elles ont un petit nom. Il y a plusieurs cas de figure. Plusieurs cas de figure pour les dénommer. Les dénommer, pardon. Il y a un premier cas. La proposition possède un sens à elle toute seule. La proposition possède un sens à elle toute seule.
C'est-à-dire que vous prenez la proposition et quand vous l'isolez, vous vous dites, est-ce qu'elle veut dire quelque chose, cette proposition, rien qu'à elle? Je prends la phrase, par exemple, je veux que tu sortes. J'ai une proposition qui est je veux et une proposition qui est que tu sortes. Je veux, ça n'a quand même pas beaucoup de sens tout seul, je veux. Donc le je veux, on dira qu'il n'a pas de sens. Ces deux morceaux-là, en eux-mêmes, ils n'ont pas de sens. La proposition, elle ne possède pas un sens à elle toute seule. De même que tu sortes, à moins que ce soit un ordre, et encore, que tu sortes, on dira sortez. On dira qu'il sorte. Donc ni celle-là, ni celle-là, aucune de ces deux propositions n'a de sens toute seule. En revanche, si je dis je pars demain, virgule, je reviendrai samedi, sujet-verbe, sujet-verbe, si j'isole entre les deux, je pars demain, ça a un sens tout seul. Je reviendrai samedi, ça a un sens tout seul. Donc, quand la proposition, elle possède un sens à elle toute seule, quand on l'isole, quand elle a un sens, oui, dis-moi. Ben, alors, je n'ai encore pas parlé de cela. Il y a le groupe sujet et groupe verbal, mais dans la proposition, on met aussi ce qui fonctionne avec, c'est-à-dire les compléments. Oui, si je dis brin d'avoine, consulte, ben, on mettra son dictionnaire avec, puisque c'est dans le groupe verbal. On mettra aussi les compléments circonstanciels s'il y en a un. Il regarde dans son dictionnaire. Donc, dans la proposition, il y a certes le sujet, il y a le verbe, mais il y a aussi les mots qui accompagnent cette phrase, les compléments de phrase, les compléments du nom, les compléments du verbe. De même, le samedi ira avec reviendrai. Je pars demain a un sens tout seul. Je reviendrai samedi a un sens tout seul. On parlera donc, dans ce cas-là, de propositions indépendantes. On parlera de propositions indépendantes parce que chacun des morceaux a un sens tout seul. Chacun des morceaux a un sens tout seul. C'est une phrase complexe. Elle est faite de deux propositions. Mais ces deux propositions, quand on les isole, elles peuvent avoir un sens toutes seules. Alors, comment je le sais? Ben, imaginez que vous mettiez un point entre les deux, que ça fasse deux phrases. Parce que les deux phrases, elles ont du sens. Oui, si je mets un point ici, ni celle-là n'a du sens. Donc, elles ne sont pas indépendantes. Une proposition, quand elle est toute seule dans la phrase, ben, nécessairement, elle est indépendante, puisqu'elle est toute seule. Mais quand dans une phrase, il y a plusieurs propositions, si toutes les propositions, elles ont un sens, quand on les isole, on les dira propositions indépendantes. Qu'est-ce qu'on peut vous demander sur cette notion-là? Donc, je vais prendre un extrait, et puis, oui, pardon. Alors, j'arrivais à ça. Voilà, j'arrivais à ça. Qu'est-ce qu'on peut vous demander? Ben, on vous donne un extrait, puis on vous dit où sont les propositions. Et puis, une question qui va avec, comment elles sont articulées dans la phrase? Ben, il y a deux grandes solutions. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Ben, il y a deux solutions. Elles sont ce qu'on appelle juxtaposées avec la suivante. C'est au moyen d'un signe de ponctuation. Qu'est-ce que c'est qu'un signe de ponctuation? C'est deux points. C'est point-virgule. C'est virgule. Qu'est-ce qu'on met entre les deux propositions? Un signe de ponctuation. On dira donc deux propositions indépendantes juxtaposées.
Louise Labbé, tout à l'heure, notre poétesse de la Renaissance, je vis, virgule, je meurs. Ça forme une seule phrase. Et entre comment elles sont ces deux phrases, une seule phrase fabriquée de deux propositions, comment elles sont articulées l'une avec l'autre, comment elles sont liées l'une avec l'autre, eh bien, avec un signe de ponctuation. On appelle ça juxtaposé. Juxtaposé. Oui, oui, toujours dans le premier cas. Le fait qu'elle a un sens, toutes les propositions ont un sens toutes seules. C'est la proposition, c'est des propositions indépendantes. La phrase est faite de une ou plusieurs propositions indépendantes. Et s'il y en a plusieurs, elles peuvent être juxtaposées l'une à côté des autres, ou alors elles peuvent être ce qu'on appelle coordonnées. C'est au moyen d'un type de mot qu'on appelle les conjonctions de coordination. Il y en a une dizaine. C'est mais, ou, est, or, ni, car. Il y a 2 ans, il y avait un donc dedans. Mais où est donc, or, ni, car. Et le donc, on le met maintenant dans les adverbes. Mais où est, or, ni, car. Donc on pourrait avoir je vis et je meurs, je vis mais je meurs, je vis car je meurs. Ce seraient toujours deux propositions indépendantes, mais elles seraient pour le coup non pas juxtaposées, elles seraient coordonnées, reliées l'une avec l'autre. Coordonnées. Donc il faut se rappeler que les conjonctions de coordination, il y en a donc mais, ou, est, or, ni, car, il y en a 6. Il y en a 6, il n'y en a pas 8 ni 12, il y en a 6, mais où est, or, ni, car. Premier cas donc d'analyse des propositions, la phrase est fabriquée d'une seule proposition, elle est dite indépendante. Je pars, je meurs, je reviens demain. Mais quand la phrase est fabriquée de plusieurs propositions, la phrase est composée de plusieurs propositions point virgule. Elles sont indépendantes. Et dans cette phrase-là, j'ai un sujet, un verbe. J'ai un sujet, un verbe. Les deux phrases sont isolables. La phrase est composée de plusieurs propositions. Elles sont indépendantes. Celle-ci, elle a un sens toute seule. Celle-là a un sens toute seule. Ce sont là deux propositions indépendantes. Parce qu'elles ont un sens toutes les deux. Et ce qu'on peut vous demander, c'est comment elles sont reliées. Si elles sont avec de la ponctuation, on les dit juxtaposées. Si elles sont avec un mot de coordination, on les dira coordonnées, et elles peuvent être les deux. La phrase est composée de plusieurs propositions, du point virgule, et elles sont indépendantes. Et bien là, on a la coordination et la juxtaposition, oui. Ça, c'est 2 points. 2 points. Oui. C'est le donc. Mais où est Ornicard? Et donc, dans le je vis et je meurs, elles sont quand même juxtaposées ou pas? Je vis et je meurs. Elles sont quand même juxtaposées, mais avec une sorte un... Non, elles ne sont pas juxtaposées s'il n'y a pas la virgule. S'il y a juste le je vis. C'est tout simple. Je vis, virgule, je meurs. Là, elles sont juxtaposées parce que c'est que de la ponctuation. Si je dis je vis et je meurs, elles sont coordonnées. Parce que ce qui les relie, c'est une coordination. Et puis, si j'ai le cas possible, je vis, virgule, et je meurs, si on a les deux,
elles sont à la fois coordonnées et à la fois juxtaposées. Que la ponctuation, juxtaposée. Que la coordination, coordonnée. Les deux, eh ben, les deux, coordonnées et juxtaposées. Bon, ça va, on va appliquer ça sur le texte, ça s'éclairera. On va prendre le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe du texte. Je vais agrandir un peu tout ça. Elle ne sait rien, cette fille. Un peu sexiste pour le coup, mais c'est le 19e siècle. Hein. Elle ne sait rien, cette fille. Combien de verbes? Savoir. Séquence de quoi? Il n'y a qu'une seule proposition. Cette phrase-là, elle ne sait rien, cette fille. On dira que c'est une phrase simple parce qu'elle est faite d'une seule proposition. Et par définition, bah, la proposition, elle est indépendante vu qu'elle est toute seule. L'indépendance, c'est vivre toute seule. Vous saurez ça. Bon, donc elle vit toute seule, elle est toute seule, donc elle est indépendante par définition. Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? Alors ici, j'ai ce est et on a appris. Ici, j'ai deux propositions. Deux propositions, puisque j'ai le ce qui va avec le est et j'ai le on qui va avec appris. Si je coupe entre les deux, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure on coupe ici. Qu'est-ce ça veut dire quelque chose? Est-ce que qu'on lui a appris à l'école, vous allez vers quelqu'un et puis vous lui dites qu'on lui a appris à l'école, ben, ça n'a pas de sens. Donc ces deux propositions-là, quand on les sépare, elles n'ont pas de sens. Elles ne sont pas indépendantes. Ce sera le deuxième cas, dont je parlerai tout à l'heure. Pour qu'elles soient indépendantes, il faut que toutes les deux, elles aient du sens. C'est le même cas ici, c'est première proposition, qui a rangé deuxième proposition. J'ai une phrase ici qui est faite de deux propositions, mais c'est pas, n'a pas de sens tout seul. Et puis, qui a rangé les hybrides n'a pas de sens tout seul. Ce n'est pas des propositions indépendantes. Qu'est-ce que c'est? On va voir dans un instant. Je te crois par bleu, ça c'est une phrase. Je crois un seul sujet, un seul verbe, c'est une proposition indépendante. Elle est toute seule dans sa phrase. Alors, pour trouver une qui soit deux propositions juxtaposées, ben pour le coup, il n'y en a pas dans ce petit morceau-là, parce que c'est relativement rare tout de même d'en trouver, mais il y en avait dans les débuts. Voilà, je vais modifier ce que nous allons regarder. Madame est occupée. Sujet, verbe. Donc, on a une première proposition qui va jusqu'au lieu. Sujet, verbe, complément de lieu. Sujet, verbe, complément de lieu. Donc, ça forme une proposition. Et la phrase continue. Elle ne peut pas se déranger. Donc, j'ai dit que elle, c'était le sujet, peut, c'était le verbe, et puis se déranger, c'était un complément d'objet direct. Ce n'est pas une proposition, il n'a pas de sujet. Donc là-dedans, j'ai une phrase qui est faite de deux propositions. Si je les coupe l'une par rapport à l'autre, si je mets un point, Madame est occupée dans son cabinet de toilette, ça a un sens tout seul.
Elle ne peut pas se déranger, ça a un sens tout seul. Nous avons deux propositions indépendantes et juxtaposées à cause de ça. À cause du point virgule. Alors, progressons encore d'un petit pas pour qu'on puisse expérimenter véritablement toutes les situations complexes. Première solution, quand on isole des propositions, chacune a du sens. Deuxième cas, les propositions de la phrase n'ont pas toutes un sens individuel. Elles n'ont pas toutes un sens individuel. Du genre, je veux, il viennent. Je veux, ça n'a pas de sens tout seul. Ils viennent, ça n'a pas de sens tout seul. Donc il y a deux propositions, mais elles n'ont pas un sens isolable. Elles n'ont pas un sens séparé l'une de l'autre. Dans mon cas ici, une proposition Pierre tombé, une proposition ses amis rient, mais vous voyez que l'une Pierre tombé n'a pas de sens toute seule. Oui. Non, on appellera subordonnée. L'une sera considérée comme la principale et la seconde sera considérée comme la subordonnée. Elles vont former un petit couple. Un petit couple qui ne tiendra plus compte du nom indépendance à une autre terminologie. Il y aura une proposition qu'on appellera principale et une proposition qu'on appellera subordonnée. Subordonnée, ça veut dire qu'il dépend de subordonnée. Donc ici, j'aurai une principale ici et j'aurai une subordonnée ici. J'aurai une principale ici quand j'aurai une subordonnée ici. Donc, pour résumer, quand vous avez une phrase qui est faite de plusieurs propositions, il y a deux grands cas de figure. Il y a un premier grand cas de figure où, quand on les isole, chacune a son sens à elle. Je veux que tu viennes. Non, pardon, il y a déjà deux propositions là-dedans. Je regarde par la fenêtre, virgule, je vois un oiseau. Je regarde par la fenêtre, je regarde par la fenêtre, je vois un oiseau, je regarde par la fenêtre, point virgule, virgule, je vois un oiseau. Dans ces deux propositions-là, c'est une phrase qui forme deux propositions. Je peux les isoler, chacune a du sens. Je dirais qu'il s'agit de deux indépendantes. Deux indépendantes. Pourquoi? Parce que quand on les isole, chacune a du sens. C'est le cas numéro 1. Cas numéro 2. Dans la phrase que j'ai sous les yeux, il y a bien deux propositions, trois propositions, mais, il y en a une qui n'a pas de sens toute seule. Il y en a une au moins qui n'a pas un sens individuel quand on l'isole. Donc c'est qu'on entre dans un petit schéma différent. L'une sera dite principale quand les autres seront dites subordonnées. Je crois qu'il viendra. Deux propositions à cause de croire, sujet je, viendra, sujet je. Quand je coupe entre les deux, je crois n'a quand même pas un sens extraordinaire, sauf dans le domaine de la religion. Mais ce n'est pas le cas ici. Et puis, qu'il viendra tout seul, ne fonctionne pas non plus, qu'il viendra. Donc,
celle-ci n'a pas de sens, celle-ci n'a pas de sens de proposition. Elles entrent dans un petit schéma. L'une est principale, l'une est la locomotive, si vous préférez, quand l'autre sera le wagon. Nous verrons pourquoi c'est celle-ci la principale tout à l'heure et celle-ci la subordonnée. La subordonnée, c'est celle qui a le mot qu'on appelle de subordination. Mais n'anticipons pas. Et il peut y avoir beaucoup de subordonnées. Je crois qu'il viendra, virgule, qu'il sera en retard, virgule, que nous l'attendrons. Oui, là-dedans, une proposition, je crois, une proposition qu'il viendra, qu'il sera en retard encore une, que nous l'attendrons encore une, sujet-verbe, j'arrive, sujet-verbe, sujet-verbe, eh bien, celle-ci sera la locomotive de ces trois-là qui sont collés à elle. Trois subordonnées collés à une principale. Dites-moi, vous avez une question. C'est quoi la différence entre les personnes? Eh bien, si, dans le cas 1, quand on les isole, elles veulent dire quelque chose toutes seules. Je crois, a du sens tout seul, qu'il viendra, qu'il sera en retard. Mais c'est... Si, dans le cas 1, elles possèdent un sens. Elles possèdent un sens toutes individuellement. Alors que dans le cas 2, elles ne possèdent pas de sens. Je vous donne d'autres exemples. Lorsqu'il pleut, virgule, je ne sors pas. Il pleut, sujet-verbe. Je sors, sujet-verbe. Deux propositions. Dans ce cas-là, il y en a une qui n'a pas de sens toute seule. Lorsqu'il pleut. Vous allez dans la rue et vous dites à quelqu'un, lorsqu'il pleut, il attend la suite. Oui. Donc celle-ci ne se suffit pas à elle-même. Donc comme elle ne se suffit pas à elle-même, elle ne peut pas être indépendante. Si elle n'est pas indépendante, c'est que l'autre est sa principale. Donc celle-ci, même si elle a du sens toute seule, elle sera principale de celle qui est subordonnée. Principale, c'est en quelque sorte être soutien de famille. Vous avez quelqu'un qui dépend de vous. Alors, quelqu'un dépend de vous, donc vous êtes une proposition principale qui aide à fabriquer le sens de quelqu'un d'autre. Le je crois va aider à fabriquer le sens de qu'il viendra, qu'il sera en retard, que nous l'attendrons. Si toutes les deux avaient un sens indépendamment l'une de l'autre, alors elles seraient indépendantes. Soit on n'est que des indépendantes, on est égoïste, on fonctionne les unes sans les autres, on est libre et indépendante. Soit une des propositions, une parmi toutes celles-là, n'a pas de sens toute seule, et donc ça les fabrique toutes avec une principale et des... Alors, une question ici, une question là. Je n'ai pas compris parce que, par exemple, je veux qu'il vienne. Le je veux, ça a du sens tout seul. Bah, oui, mais pas le qu'il vienne. Pas le qu'il vienne. Et à partir du moment où il y en a une qui n'a pas de sens toute seule, ça fabrique un couple principal subordonné. Il suffit qu'une seule proposition dans toute la liste qui soit là n'ait pas une signification quand on l'isole pour que on soit sur un principe subordonné, ici, est principal. Dans ce cas-là, vous voyez celle-ci, elle aurait du sens toute seule. Vous allez dans la rue et vous dites à quelqu'un, je ne sors pas. Ben, ça voudrait dire que vous ne seriez pas dans la rue déjà. Mais je ne sors pas, ça a un sens en soi. Ça pourrait être une indépendante si elle était toute seule. Mais le problème, c'est que celle du dessus dépend d'elle. Celle du dessus ne peut pas fonctionner. Elle a besoin de l'autre. Donc celle-ci sera considérée comme nécessaire au sens de celle-là. Elles ne sont pas indépendantes parce qu'elles sont liées. Elles sont liées par une nécessité d'être ensemble. La principale, la subordonnée. Je souhaite qu'ils réussissent
je souhaite n'a pas véritablement de sens tout seul. Qu'ils réussissent n'a pas véritablement de sens tout seul. Résultat, elles ont besoin l'une de l'autre. Elles ont besoin l'une de l'autre pour avoir du sens. L'une sera dite principale quand l'autre sera dite subordonnée. Il partira avant que Pierre n'arrive. Il partira en soi, ça aurait du sens. Mais en revanche, avant que Pierre n'arrive, ça n'a pas de sens tout seul. Avant que Pierre n'arrive, ça n'a pas de sens tout seul. Ça veut dire que il a besoin, ce morceau de phrase-là, cette proposition, elle a besoin du « il partira ». Donc celle-ci sera la principale quand celle-là sera la subordonnée. L'une a besoin de l'autre pour fonctionner. Dites-moi. Oui. La PP, c'est qu'on lui a appris à l'école et le qu'est-ce, c'est la subordonnée. Alors, c'est une question. Alors, c'est un peu plus compliqué. Attendez, je vais la faire apparaître. Parce qu'il faut savoir où est la principale. Il faudrait essayer peut-être de se débarrasser du mot qui subordonne. De question, pardon. Le ce, voilà, le ce est en fait l'antécédent du que. Il y a un relatif. Alors, on va la trouver. Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? Là, voilà. Ce que-là, c'est un mot interrogatif. C'est un mot interrogatif. Donc ensuite, on a une première proposition, c'est, et une deuxième proposition, on lui. Non, on a appris. Celle qui sera subordonnée, c'est celle qui aura le mot de subordination. C'est-à-dire, en l'occurrence, ce que-là, qui, comme l'a dit votre camarade, c'est un pronom relatif. La principale, ce sera c'est, puis la subordonnée sera le reste. Alors, c'est plus simple à trouver quand on a la forme déclarative. C'est ce qu'on lui a appris à l'école. Le c'est la principale, et le reste, c'est la subordonnée. Alors, quand effectivement ça passe sous forme de question, ça embrouille un peu. Mais bon, c'est des cas un peu spécifiques dans lesquels on farfouillera quand on reverra un peu plus précisément le détail. Alors, en fait, des indépendantes qui sont coordonnées ou juxtaposées, il y en a quand même relativement rarement. Le cas habituel de relation entre des propositions, c'est qu'il y ait une principale et des subordonnées. C'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup plus courant. Vous voyez, par exemple, ici, ça était, ce serait. Deux propositions. Si je prends la deuxième, ce serait entre zébré et zébrure, on pourrait dire qu'elle a du sens toute seule. Mais le problème, c'est que celle-ci, elle n'en aurait pas du tout. Si ça y était. Si ça y était, on ne sait pas de quoi on parle véritablement. Donc celle-ci a besoin de celle-là. Donc celle-ci, ce sera sa principale, quand celle-là sera sa subordonnée. C'est pas qui a. C'est pas elle, ça aurait du sens tout seul. Mais le problème, c'est qui a rangé les hybrides. Quand ce n'est pas une question, ce serait une question, ça se comprendrait tout seul, mais là, ce n'est pas une.
Donc, le résultat, c'est que celle-là n'a pas de sens toute seule. Celle-là, on leur donnera subordonnée, comme celle-là, on leur donnera principale. Qu'est-ce que nous avons vu comme type de subordonnées que nous manipulons depuis le début de l'année? On avait vu des subordonnées relatives. Et là, elles sont plus claires, les relatives. Le chat dort. Le chat dort. Ça, c'est une proposition. D'ailleurs, dort comme ça, c'est traduit. Le chat dort. Le chat dort. Bon. Sujet, verbe. Et sur le mot chat, on peut incruster des expansions. On peut faire des ajouts. Le chat noir, le chat de mon père, le chat. Mais parmi les expansions qu'on peut faire, eh bien, on peut rajouter des propositions, c'est-à-dire des groupes sujet-verbe. Le chat que tu vois dort. Donc ici, on a un sujet, on a un verbe, mais là, on a de nouveau un sujet et un verbe. Et vous voyez que ce que tu vois, on ne peut pas l'isoler, il n'a pas de sens tout seul. Vous allez dans la rue et vous dites à quelqu'un que tu vois, la phrase n'est pas complète. Donc le que tu vois, c'est une proposition, elle est subordonnée parce qu'elle dépend de l'autre pour avoir du sens. Le chat dont il est question dort. Il est question, sujet-verbe, dont il est question, ça n'a pas de sens tout seul. Donc c'est une proposition subordonnée. Elle dépend de la principale. Le chat dort, la principale, ce sera ça. Et dans cette proposition principale, on insère des subordonnées, lequel est fatigué, sujet, verbe, le chat lequel est fatigué, dort. Et le pronom relatif qui, il est sujet. Qui est là, donc ça fait sujet-verbe. Le chat, qui est là, dort. Tout ça, ce sont des expansions, ça c'est leur fonction. Mais la nature de ces expansions, c'est d'être des propositions relatives. Elles sont subordonnées relatives, elles sont subordonnées au chef de file qui est le chat d'or. Et puis je pourrais, sur le chat d'or, en rajouter encore d'autres de subordonnés. Le chat dort lorsqu'il pleut. Lorsqu'il pleut n'a pas de sens en soi. Donc il serait subordonné à le chat dort lorsqu'il pleut. Après, il est mangé. Le chat dort après qu'il ait mangé. Après qu'il ait mangé, ça n'a pas de sens tout seul. Donc c'est une subordonnée qui va être collée sur la proposition principale. Mais c'est pas une relative. C'est pas une relative. Les relatives, elles sont introduites par qui, que, quoi, dont, ou, lequel. Que, quoi, dont. Bon, alors c'est ça le premier, vous voyez, la première difficulté qu'il faut savoir sur la phrase. Jusqu'à présent, c'était des définitions. D'un côté, nous avons du type de phrase, nous avons de la forme de phrase. Là, ça demande une réflexion un peu plus poussée. Dans une phrase, il y a des couples sujet-verbe. Ces couples sujet-verbe fabriquent des propositions. Il y en a un ici, le chat dort. Il y a qui est, tu vois, il est, lequel est, il pleut, il est mauvais. Ça fabrique des propositions. Ces propositions, quand elles sont plusieurs d'une phrase, comme c'est le cas ici, soit toutes sont isolables, toutes ont un sens. Là, il faudrait que celle-ci veuille dire quelque chose, et celle-là, et celle-là, et celle-là, et celle-là, et celle-là, et celle-là. Il faudrait que toutes elles aient un sens. Si elles ont toutes un sens, dont il est question, que tu vois, elles sont toutes indépendantes. Si au contraire, il y en a une dans tout le lot qui a besoin de quelqu'un d'autre pour fonctionner, pour avoir du sens, alors c'est qu'il y a des subordonnées par rapport à une principale. Une principale, le chat d'or, sur lequel va se greffer toutes les autres.
Donc ça, c'est le degré, on va dire, 2 de la complexité, à savoir, degré 1, type et phrase, type et forme, pardon. Degré 2 de complexité, la notion de subordonnée. Il y a des indépendantes. Il pleut, virgule. Le chat dort. Il pleut, le chat dort. Il pleut, ça s'isole. Le chat dort, ça s'isole. Une indépendante ici, une indépendante juxtaposée. Elles ont tout un sens indépendamment l'une de l'autre, des indépendantes. Elles sont au contraire dépendantes les unes des autres, ou l'une est dépendante des autres. Nous avons des subordonnées accolées, accrochées à une principale. On va observer quelques phrases dans notre texte qui nous permettront de manipuler encore cette notion. Et après, il nous y aura une notion qui est la nature et la fonction des subordonnées. C'est les mots dont vous vous rappellerez, pour les avoir beaucoup travaillés, elles sont conjonctives, elles sont relatives, elles sont participiales, ça c'est des fonctions, ou elles sont circonstancielles, ça c'est des natures. Dites-moi. Subordonné relatif ou s'il faut mettre dans les avec la conjonction de subordination. Ben ça, ce sera le gros point qu'on traitera la dernière fois. Les conjonctions, on n'en a encore pas parlé. De subordination, c'est des composés de que. Dès que, lorsque, parce que, bien que, quoique. Et puis il y en a 3 qui sont bizarres, c'est comme, si et quand. Ça, c'est des conjonctions. Et les pronoms relatifs, c'est qui, que, quoi, dont. Donc il y a effectivement l'un qui se télescope. C'est que, pour vous donner la réponse, mais je ferai un cours presque complet là-dessus. Vous donnez la réponse, les relatifs sont collés à des noms, les conjonctions sont collées à des verbes. Donc si je dis « je crois qu'il est venu », le « que » est collé à un verbe, c'est une conjonction. Le chat que tu vois, le « que » est collé à un nom, c'est un relatif. Voilà, ça c'est une manière un peu simple. Ça ne marche pas toujours, mais enfin, en général, c'est ça qui fait la différence. Alors, prenons quelques phrases dans notre texte, en commençant par la première. La première qui a des propositions. Follavoine compulse son dictionnaire. En soi, ça a du sens tout seul. Mais est-ce que quelqu'un d'autre, dans cette phrase, forme une proposition qui aurait besoin de quelqu'un d'autre pour fonctionner? La jambe gauche repliée sur son fauteuil, sur son bureau. J'avais dit que ça fabriquait une proposition. Le replier, c'est un participe passé. Il a comme sujet la jambe gauche. Ben, dans ce cas-là, la jambe gauche repliée sur son fauteuil, ça ne porte pas assez de sens pour qu'on comprenne de quoi il s'agit globalement. Donc ce morceau-là, cette proposition-là, elle a finalement besoin de l'autre proposition qui est Follavoine compulse son dictionnaire. Minimum, c'est ça, pour avoir du sens. Follavoine compulse son dictionnaire, la jambe gauche repliée sur son fauteuil. Celle-ci, elle sera principale. Dans celle-ci, elle sera subordonnée. Principale, subordonnée. Pourquoi elle est subordonnée? Ben, parce que c'est un type particulier de subordonné qu'on appelle des participiales. Vous verrez ça quand on regardera les natures. Pour reconnaître la subordonnée, il y a 4 critères. Soit c'est parce qu'elles ont un mode de coordination, de subordination, que, des que, lorsque. Soit c'est parce qu'elles ont un verbe à l'infinitif pour un participe. Donc pour l'instant, croyez-moi sur parole, c'est celle-ci. Mais sur le raisonnement, c'est que celle-ci n'a pas de sens toute seule, donc elle a besoin de l'autre pour fonctionner. L'une est principale, l'autre sera subordonnée. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Eh bien, en fonction du sens, on le mettra plutôt le reste
avec la principale ou avec la subordonnée. Et penché sur sa table, ça va avec Follavoine. Donc Follavoine, comme il est dans la principale, on le mettra avec. La croupe sur le bras du fauteuil, on pourrait le mettre avec la jambe, on pourrait le mettre avec la principale, ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, le tout forme une phrase avec une principale et une subordonnée. Dites-moi. Voilà, c'est ça. Donc elle est subordonnée. Alors après, ça dépend de ce qu'il vous a demandé. Si on vous dit juste repérer principal et subordonnée, oui, vous n'entrez pas dans le détail. Mais si on vous demande après quelle est la nature de la subordonnée, quelle est la fonction de la subordonnée, il faudra entrer dans d'autres détails. Où est-ce qu'on a des phrases un peu complexes par la suite, c'est-à-dire qui ont plusieurs propositions? Voilà. C'est madame qui demande monsieur. Hop, je l'ai perdu, je l'avais. Ah voilà. C'est madame qui demande monsieur. Sujet, verbe. Ça, c'est l'attribut du sujet, le verbe être. Et puis, qui demande, le qui, les sujets de demander. La première sera principale, c'est madame. Donc la deuxième sera subordonnée. Et pourquoi elle est subordonnée? Ben, c'est parce que c'est elle qui aura le qui, le mot de subordination. En tout cas, oui, c'est madame et l'une comme l'autre, ils n'ont pas de sens en elles-mêmes. Oui. Oui, elle est relative, oui. Si elle a à me parler, elle sait où je suis. Ah, là, il y en a trois. Elle a, elle sait, je suis. Elle sait, ça pourrait avoir du sens à la rigueur tout seul, mais ça en perdrait quand même pas mal. Où je suis, si c'est une question, c'est-à-dire où suis-je, où je suis, ça n'a pas tellement de sens. Puis de toute façon, si elle a à me parler, ça n'a pas de sens tout seul. Donc il y a trois propositions. Il en faut en trouver une qui soit principale. Et celle-ci, elle a un mode subordination. Celle-là, elle a un mode subordination. Celle qui sera la principale, c'est celle qu'on n'a pas, ce sera celle-là. Une principale, deux subordonnées. Madame est occupée, point virgule, elle ne peut pas se déranger. J'ai déjà analysé celle-ci, mais on peut la reprendre. Madame est occupée dans son cabinet de toilette, point. Madame est occupée dans son cabinet. Ça a un sens tout seul. Elle ne peut pas se déranger, ça a un sens tout seul. Donc ces deux-là, elles sont indépendantes. Oui. Deux. Votre subordination, il y a deux types, mais c'est mon prochain cours. Hein. C'est qui, que, quoi, dont, où, les pronoms relatifs, et tous les composés de que. Les que, lorsque, parce que, bien que, quoique, plus trois bizarres, comme si, quand. Qui, eux, sont des conjonctions de subordination. Dites-moi. C'est une locution conjonctive, mais c'est une locution de subordination. Comme si ça ne peut pas être une coordination. Mais où est Ornica? Elle n'est pas dedans. Mais où est Ornica? Si, de subordination, mais pas de coordination. Le si, c'est une conjonction de subordination. Dès que, lorsque, parce que, et j'ai dit trois bizarres, comme, si, quand. Comme, si, quand. Donc là, c'est le si. Mais ça, c'est mon cours de la prochaine fois. Là, deux indépendantes. Pourquoi? Parce que quand on met un point entre les deux, eh bien, les deux morceaux ont un sens tout seul. Bon, ben alors, on va. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je vais éclairer le point suivant.
le point suivant qui ne concerne que les subordonnés. Donc, c'est le dernier point de mon cours sur la phrase. L'analyse. Donc, on avait un point sur les propositions. Un point, on avait les types. On avait les formes. Et on avait les propositions. Ça, c'était les trois grands. On avait une définition avant, les trois grands points de cours. Maintenant, nature et fonction, au pluriel, les deux, nature et fonction, des subordonnés. Je ne regarde plus que les propositions subordonnées. Plus que celles-là. Je ne regarde plus que les propositions subordonnées. Et les propositions subordonnées, elles peuvent se classer, se ranger, s'organiser en différentes catégories. Et nature, c'est un type de question, et fonction, c'est aussi un autre type de question. Les subordonnés appartiennent à 4 natures. Les subordonnés appartiennent à 4 natures différentes. 2 des natures dépendent du mode du verbe. Et 2, donc là je suis sur nature des subordonnés. Et 2 des natures dépendent du mot, des mots de subordination. Subordination. On va commencer par ces deux-là. La subordonnée est introduite par un pronom relatif. Par un pronom relatif. Conséquence, ce sont des subordonnés relatifs. On parlera des pronoms de propos. Allez, il marchera. Merci. Bon, je reste au loin. Les propositions subordonnées relatives. Et leur nature, c'est donc d'être des propositions subordonnées relatives. Nature, propositions subordonnées relatives. Ces propositions subordonnées relatives introduites par un pronom relatif, c'est pour ça qu'il faut maîtriser les pronoms. C'est qui, que, quoi, dont, où, lequel. La liste est fixe. Il n'y en a pas 36. C'est qui, que, quoi, dont, où, et les variations sur lequel. Par lequel, avec lequel, sans lequel, auquel, de laquelle, variation. Donc, votre proposition est introduite par ça, qui, que, quoi, dont, où. Résultat, c'est une nature qu'on appelle proposition subordonnée. Deuxième solution, la subordonnée est introduite par un mot qu'on appelle une conjonction. Les mots du sens, conjonction, cum avec jonction. Conjonction, joint avec. Quand elles sont juste coordonnantes, conjonction de coordination. Quand elles fabriquent des subordonnées, c'est des jonctions qui subordonnent. Conjonction de subordination. Et là aussi, leur nombre est très, très limité, puisqu'il y en a une quinzaine. Je n'ai pas la place, je vais la mettre ici. C'est les composés de que. Donc, c'est lorsque, dès que, parce que, quoi que, bien que, une un peu bizarre, malgré le fait que. Malgré que, ça s'employait au Moyen-Âge, ça s'employait à la Renaissance, ça s'employait tout le temps, malgré que. Mais c'est devenu faute de français. Donc, malgré le fait que. Donc, que, lorsque, quoique, bien que, afin que, plus 3 bizarres qui sont comme, si et quand. Comme si, quand. Donc, il faut que vous ayez l'esprit très mécanique. C'est introduit par dont, dont ça ne peut être qu'un pronom relatif. Donc, c'est une relative. C'est introduit par dès que, ça ne peut être qu'une conjonction.
s'introduite par bien que, ce ne peut être qu'une conjonction. Et comme l'a dit votre camarade qui a un peu d'avance, c'est qu'il y a effectivement un souci, c'est que ça peut être les deux. Ça peut être une conjonction, comme ça peut être un pronom relatif, ça peut être aussi une négation, ça peut être aussi un pronom exclamatif, ça peut être plein de choses. Dites-moi. J'avais vu qu'il y avait des conjonctions de subordination. C'était comme, quand, si, que. Et qu'après, il y avait des locutions conjonctives. C'est bien que, alors que, telle sorte que, Alors, bien. Et ce qu'on appelle une locution en français, c'est quand il y a plusieurs mots. Par exemple, si je dis c'est apostrophe et, ben, c'est une locution impersonnelle. C'est fabrique un impersonnel, comme je disais tout à l'heure, il y a, c'est. Quand il y a plusieurs mots, on appelle ça des locutions. Donc, par exemple, lorsque c'est un seul mot, que c'est un seul mot, comme si quand c'est un seul mot, donc c'est des conjonctions de subordination. Puis quand il y a plusieurs mots, les grammaires peuvent dire, puisqu'il y en a plusieurs, c'est des locutions. Vous voyez, par exemple, le groupe c'est-à-dire, bah, ça forme une locution parce qu'il y en a plusieurs. Mais grosso modo, ça n'a pas une telle importance que cela. Ce qu'il faut garder, c'est que c'est des mots qui subordonnent. Et c'est donc des types de subordination particulières qu'on appelle des conjonctions. Alors, ils sont tout seuls, c'est des conjonctions que, lorsque, que, comme si, quand. Quand ils sont plusieurs, c'est des conjonctions, c'est des locutions conjonctives de subordination. Ça complexifie pour pas grand-chose. On peut le dire ou on peut se contenter de signaler que c'est des conjonctions. Des conjonctions. En tout cas, ça fabrique des subordonnées, ça vers lequel je vais, ça fabrique des propositions subordonnées conjonctives. Et ça, c'est de la nature. Qu'est-ce que vous êtes dans la vie? Qu'est-ce que vous êtes? Eh bien, je suis une relative ou je suis une conjonctive. Et donc, on peut toutes les classer, les subordonnées, entre celles qui sont conjonctives, dès que, lorsque, parce que, bien que, et celles qui sont relatives, qui, que, quoi, donc. Mais il y en a deux autres types. Et donc, c'est mon prochain cours, mon prochain et dernier cours sur la question, il explorera justement en détail la nature et la fonction. Il y en a deux autres types qui dépendent du mode du verbe. Si le verbe est à l'infinitif, si le verbe est au participe, eh bien, on parlera de subordonné participial, on parlera de subordonné infinitive. Infinitive. On va commencer par les infinitives. C'est un cas qui est rarissime parce que c'est un héritage du latin et ça ne s'emploie vraiment plus beaucoup à l'oral. Je regarde, proposition principale, la pluie tombée. Je regarde la pluie tomber. Tomber, c'est un infinitif. Mais qui est-ce qui tombe? Ben, c'est la pluie. Donc celui-là est sujet de celui-là. Donc celui-là est le verbe de celui-là. Je regarde, ça n'a pas vraiment de sens tout seul. La pluie tombée, en tout cas, ça n'a pas de sens du tout tout seul. Donc celle-ci sera principale quand celle-là sera subordonnée. Sera subordonnée. Et vous voyez qu'elle n'a pas de mot de subordination. Il n'y a rien entre les deux. Mais elle a un verbe à l'infinitif. Donc on parlera de subordonnée infinitive. Je regarde les enfants jouer dans la cour. Je regarde les enfants jouer dans la cour. D'ailleurs, très souvent, quand on les emploie, parce qu'on ne les emploie jamais, ce genre de phrase-là, mais on inverse le sujet et le verbe. Je regarde jouer les enfants. Je regarde jouer les enfants, c'est un peu plus... je regarde tomber la pluie. C'est un peu... Ça sonne un peu mieux à l'oreille. Mais il n'empêche que qui est-ce qui joue? C'est les enfants. Qui est-ce qui tombe? C'est la pluie. Et donc, il faut faire une distinction très importante entre une phrase de type « je me
jouer, je veux partir. Oui, ici, le jouer et le partir, ils n'ont pas de sujet. Et là, il n'y a rien qui peut faire sujet entre les deux. Donc, ça ne forme pas des propositions. Pour qu'il y ait proposition, il faut vraiment qu'il y ait le sujet. Ici, par contre, il y a un sujet. Qui est-ce qui joue? C'est les enfants. Qui est-ce qui tombe? C'est la pluie. Et ce n'est pas le même sujet que je regarde. J'observe les oiseaux voler. Oui. Alors, je le regarde tomber. Je regarde, sujet-verbe. Je regarde quoi tomber, qui. Le, il est oui, quand le tomber, il est sauvé. Mais attendez, je réfléchis parce que quand on le découpe, je regarde Pierre tomber. Un peu particulier. Effectivement, attendez, je refais l'analyse, pas sûr que j'ai fait une bonne analyse. Je regarde Pierre tomber. Si je dis je regarde Pierre tomber. Sujet, verbe, on a une proposition infinitive. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui tombe? C'est Pierre. Qui est-ce qui regarde? C'est je. Donc là, c'est bien deux propositions, une infinitive. Si on transforme le Pierre en un pronom, ça ne peut pas faire il, ça fait effectivement le, et le, on le mettrait ici. Je le regarde tomber. Donc dans ce cas-là, effectivement, ça peut être une proposition infinitive dont le sujet, ce sera le. Soit on analyse ça COI, COD, soit on fait deux propositions domine infinitive. Je crois que ça peut se faire les deux. Je vérifierai dans mon bouquin de grammaire quand même. C'est un cas un peu particulier, donc je développerai plus. Je vais vérifier déjà pour ne pas dire des bêtises, parce que des fois on est coincé. Et puis, je développerai. En tout cas, pour terminer et que ça aille vite, vous avez compris que si c'est une subordonnée infinitive, le verbe est à. Si c'est au participe, le verbe est au participe. Donc, je regarde la pluie tombant. Tombant. Les enfants jouant. Donc, le verbe est au participe. Participe. Qui est-ce qui tombe? C'est la pluie. Qui est-ce qui joue? C'est les enfants. Donc, c'est une proposition dite participiale. C'est beaucoup plus commun sous une forme, comme j'avais écrit tout à l'heure ici. Vous voyez, Pierre tombé, ses amis rient, sujet, verbe. Ça, c'est une proposition participiale. Et dans l'exemple de tout à l'heure de la première phrase, et je réponds aux questions, de la première phrase du texte, pourquoi est-ce que c'est la jambe gauche repliée qui est la subordonnée? Parce que c'est elle qui a le verbe au participe. L'autre, Follavoine consulte son dictionnaire, le verbe est à l'indicatif. On fera la principale parce que celle qui a le verbe au participe, ce sera celle qui sera la participiale. Donc la jambe repliée. Donc quand vous avez toutes les participiales, toutes les subordonnées qu'on a vues jusqu'à présent, elles ont une nature en grammaire. Et c'est un de ces quatre cas-là. Elles sont introduites par une relative, subordonnée relative, par une conjonction dès que, lorsque, parce que, conjonctive. Elles ont un verbe à l'infinitif, infinitive, un verbe au participe, participial. Et c'est excluant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas où on puisse cumuler ces cas-là. Oui. Non, non, parce que les participes passés, les participes présents, quand ils sont verbes, ils ne s'accordent pas. Si c'est accordé, ce serait un adjectif. Les participes présents, quand ils sont verbes, ils ne s'accordent pas. Je dirais la neige tombant, virgule, je conduis lentement. La neige tombant. Parce que le participe présent, s'il est adjectif, il s'accorde, mais s'il reste verbe,
ne s'accordent pas. Vous avez une question? Non, justement, c'est absolument pas cumulable. C'est soit, 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 soit. Il n'y a pas de cas où ce soit une subordonnée conjonctive avec un verbe au participe à l'infinitif. C'est soit on est avec un infinitif et un participe, auquel cas on n'est pas introduite par un mot, soit on est introduite par un mot et on est conjonctive ou relative. Bon, ben voilà, on développera ça lors de notre prochaine séance et ce sera la dernière sur la question. On fera nature et fonction et on aura terminé le bloc phrase. Si vous voulez faire un petit exercice, dans les phrases subordonnées que nous avons repérées, essayez de déterminer si elles sont relatives, conjonctives ou si elles sont participiales ou infinitives.